Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit dans l'ancien palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Il y a 20 accusés, 14 présents physiquement et 6 en fuite ou peut-être morts, jugés par défaut malgré leur absence. Code Source consacre régulièrement des podcasts à cette audience historique avec des témoignages de rescapés ou les récits des journalistes du Parisien qui suivent le procès au quotidien. Depuis le 28 septembre, 350 parties civiles, blessées ou traumatisées, se succèdent à la barre. Cela va durer au moins 5 semaines. Dans Code Source, nous allons évoquer une petite partie de ces témoignages, scène de crime par scène de crime. Aujourd'hui, le Stade de France, l'attentat oublié. Avec nous, Louise Colcombé et Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. On va d'abord rappeler les faits avant d'en venir au procès. Timothée Boutry, le soir du vendredi 13 novembre 2015, un match amical de football est disputé entre la France et l'Allemagne au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. Oui, il y a 80 000 personnes qui sont présentes dans le Stade de France. François Hollande est présent dans les tribunes, le président de la République. C'est un soir de fête, il fait plutôt beau sur Paris. Un match de foot automnal, une belle soirée de football. À 21h16, les spectateurs du Stade de France entendent une explosion. C'est pas forcément ressenti de manière très perceptible dans le stade, parce que ça se passe à l'extérieur. Vous savez, dans un match de foot, il y a du public, il y a du bruit, il peut y avoir un peu de tambour. Donc personne n'imagine à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Que vient-il de se passer ? Il y a un premier kamikaze qui s'est fait sauter à l'extérieur du stade. C'est le point de départ de cette série d'attaques du 13 novembre. C'est la première fois aussi qu'un kamikaze se fait sauter sur le sol français. Cette première explosion fait une victime. Un homme qui s'appelle Manuel Dias, qui est originaire de Reims, qui en fait est chauffeur de bus. Il transporte des groupes qui vont assister au match. Manuel Dias est en train d'attendre la sortie des spectateurs à l'extérieur du stade et il va être tué par cette explosion. 4 minutes plus tard, à 21h20, nouvelle explosion. Devant une autre porte du stade, pas très très loin de la première explosion. Et là, c'est vraiment entendu dans le stade, puisque on connaît toute cette image de Patrice Evra, le latéral gauche de l'équipe de France, qui marque un temps d'arrêt. La décision est prise de continuer le match. Oui, c'est une décision qui est notamment prise par le président de la République, François Hollande, qui est présent à l'intérieur du stade, avec beaucoup d'autres personnes qui sont là, parce que chaque match, évidemment, il y a une présence policière importante à l'extérieur du stade, mais aussi il y a une cellule de sécurité qui surveille tout ça. Le chef de l'État, lui, s'exfiltre, mais le match se poursuit et ça a permis d'éviter un mouvement de foule qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. À 21h53, alors qu'à Paris, les terrasses de plusieurs cafés ont été mitraillées et que des terroristes viennent d'entrer dans le Bataclan, au Stade de France se produit une troisième explosion. Oui, c'est le troisième membre du commando. Alors les deux premiers ont été identifiés comme des ressortissants irakiens, en fait, qui étaient porteurs de faux papiers syriens. Lui, le troisième s'appelle Bilal Hadfi. Il a grandi en Belgique, mais il a la nationalité française. Et il est, comme ses comparses, arrivé en France depuis la Syrie via la route des migrants. Et lui se fait exploser devant le McDonald's, un petit peu plus loin du stade, mais toujours aux abords du stade. Et là, il va faire de très nombreux blessés, là encore. Et les 3 hommes avaient été déposés près du Stade de France par Salah Abdeslam. On rappelle donc que le match de foot France-Allemagne n'a pas été interrompu. À quoi ressemblent les abords du stade au moment de la sortie des supporters ? C'est forcément un peu confus, puisque au fur et à mesure du temps, les spectateurs vont recevoir des informations sur leur téléphone. On sent qu'il se passe quelque chose, on parle d'attaques terroristes, on parle surtout du Bataclan. Et au moment de la dispersion, il y aura des bruits de pétards, des gens vont avoir peur, penser que ça va tirer, donc certains vont envahir la pelouse. Une partie de la foule revient paniquée dans le stade et se réfugie sur la pelouse. L'inquiétude se lit alors sur les regards. On va passer une bonne soirée, tranquille, boire encore un verre après, mais là apparemment je pense qu'on va essayer de rentrer déjà et entier, ça sera déjà pas mal. Et finalement, il n'y aura pas de conséquences dramatiques lors de cette évacuation. Les attentats suicides du Stade de France ont fait un mort et des dizaines de blessés. Timothée Boutry, Louise Colcombé, les victimes de ces attaques témoignent devant la cour d'assises spéciale les 28 et 29 septembre. On va parler de quelques-unes de ces victimes. Louise, 6 des 13 gardes républicains qui étaient présents sur place, donc des gendarmes, viennent témoigner. Leur fourgon était à une vingtaine de mètres du premier kamikaze.
Oui, les gardes républicains étaient venus sécuriser les abords avec leurs chevaux, comme ils le font à chaque représentation au Stade de France. Ils étaient un peu en retrait, ils avaient rangé les chevaux dans le camion, et là ça a explosé. Ils parlent tous d'une espèce d'onde de choc, quelque chose d'inconnu en fait, quelque chose qui pénètre les entrailles, qui est très fort. Ils comprennent que quelqu'un s'est fait exploser. Et puis dans la seconde, ils voient un homme à genoux, yeux ouverts, qui est mort. En fait, il s'agit de Manuel Dias, la seule victime décédée du Stade de France. C'est ça les premiers instants au Stade de France. Jonathan, un capitaine, ne cache pas qu'il a tout simplement peur à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, il se passe très peu de temps entre la première et la deuxième explosion, qu'il a à une centaine de mètres. Et à ce moment-là, ils essayent de sécuriser le périmètre, etc. Mais après la deuxième explosion, là, ça devient vraiment très angoissant. Et il le dit très humblement, il dit là, moi j'ai vraiment peur, j'ai peur de tout le monde. Il croit qu'il y a un camion qui est piégé, qui va exploser. Il met en joue tout le monde, y compris des policiers. À ce moment-là, ils réagissent même plus en tant que gendarmes, mais presque comme des citoyens qui sont en panique. Ces gardes républicains présents aux abords du Stade de France, on en a très peu parlé après les attentats dans les médias. L'un de leurs avocats insiste à l'audience pour diffuser une vidéo. Que montre ce document ? Ça dure quelques secondes, c'est très furtif, mais on les reconnaît grâce à leurs bottes de cavalier et on les voit sur place, effectivement, auprès des victimes, tenter d'agir d'une façon ou d'une autre. Tout ça n'est pas très coordonné, les vidéos sont de mauvaise qualité, mais en fait, il a fallu ça pour qu'ils essayent d'attester qu'ils ont bien été là ce soir-là. Ils ont l'impression que leur propre hiérarchie les a complètement balayés dans cette histoire. À la barre, un enquêteur de la SDAT, l'antiterrorisme, reconnaît qu'il ne savait pas lui-même qu'il y avait des gardes républicains sur place ce soir-là. Cet homme de la SDAT a dit qu'effectivement, il ignorait que ce soir-là, sur le Stade de France, il y avait eu une première action par ces gardes républicains. Mais dans cette nuit de confusion, effectivement, ils sont complètement passés à la trappe, aux oubliettes un peu de l'histoire, et ça les a beaucoup marqués. Quelques minutes après la deuxième explosion, les gendarmes doivent quitter les lieux. Oui, en fait, il y a un commissaire chargé de la sécurité pour Paris qui arrive avec tout un tas d'officiels et ils décident que leur présence n'est pas nécessaire. Et ils vont avoir du mal à partir parce qu'ils disent que voilà, il faut geler la scène de crime, préserver les indices, essayer de calmer les gens qui sont là. Il y a des blessés, beaucoup de blessés, et ils vont le prendre très très mal. Ils vont pas d'ailleurs obtempérer tout de suite, mais finalement ils vont quitter les lieux effectivement. On leur dit dégager. Dégager, ouais. Ça a été dit 3 fois très violemment et ils ont une grande rancœur par rapport à ça. Après avoir vécu et avoir été victime de cet attentat, chacun des 13 gendarmes rentre chez lui. L'un d'entre eux, Philippe, un major, raconte qu'il en a ensuite très peu parlé avec sa famille. Le major prénommé Philippe raconte que sa femme lui dit « il faut que tu parles aux enfants ». Et donc il a prévu un temps assez court avec ses enfants. Il leur dit « posez-moi 5 questions chacun et après on n'en parlera plus ». Parmi les gendarmes qui témoignent à la barre, il y a un homme qui est maintenant retraité, un certain Pierre. Sa vie est devenue particulièrement compliquée. Sa vie, elle est fichue en l'air, il le dit, parce que il a perdu pied. Il voit des images horribles, des blessés. Il le dit, ça, il s'en est jamais remis. Et pour son plus grand malheur, en fait, il y a déjà ce premier traumatisme et il se trouve le 20 avril 2017 posté sur les Champs-Élysées, jour où Xavier Jugelé, qui est policier, va être lui aussi victime d'un attentat. Et donc là, c'est le trauma de trop. Il raconte que après ça, il a perdu pied vraiment. Il a dû être hospitalisé en psychiatrie. Il est toujours suivi depuis. Il a pris sa retraite. Et à la barre, on le voyait, il était vraiment, vraiment très dépressif et il expliquait que ça avait énormément impacté aussi toute sa famille et que le terrorisme, c'est aussi ça. Timothée Boutry, après les gardes républicains, la fille de Manuel Dias, le conducteur de bus qui a été tué, vient témoigner à la barre. Elle raconte d'abord qu'elle a mis du temps avant de savoir ce qu'il se passait à Saint-Denis. Oui, Sophie Dias était à ce moment-là au Portugal en train de préparer son mariage et elle reçoit d'abord des messages d'alerte de ses amis en disant « t'as vu ce qui se passe à Paris ?» Alors on parle surtout du Bataclan et après elle se rend compte qu'il est aussi question du Stade de France. Alors elle sait que son père est au Stade de France et elle se dit je l'appelle une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, il répond pas. Et donc nuit d'angoisse absolue, elle essaye de joindre tout ce qu'elle peut, le numéro vert qui avait été mis en place pour avoir des informations sur ces attentats, un numéro qui a été saturé mais surtout qui n'est pas accessible depuis l'étranger. Elle dit mais j'ose pas prévenir ma mère parce que je sais pas dans quel état elle va être. Elle va apprendre le décès de son père le lendemain, le 14 novembre, par un appel du consulat du Portugal. Et là elle dit c'est mon monde qui s'effondre et elle explique ensuite qu'à la douleur s'ajoutent des difficultés administratives pour la reconnaissance du traumatisme. Et ne serait-ce que sur la dépouille de son père, elle va dire qu'elle va avoir un échange d'une froideur glaciale, je la cite, avec l'Institut médico-légal où le corps disloqué de son père va être déposé avant son enterrement.
Qu'est-ce qu'elle dit sur son père ? Alors elle raconte que son père était le pilier de leur famille, qui était un homme d'une affection débordante, qui était extrêmement présent, qui soutenait sa fille dans tous ses projets. Un homme qui avait une relation fusionnelle avec son épouse, il s'appelait en permanence. Et d'ailleurs, il a eu au téléphone sa fille pendant qu'il était aux abords du stade. Il lui a dit attends, j'ai maman en double appel. Donc en fait, quelques minutes avant de mourir, il a eu à la fois sa fille et sa femme au téléphone. Ce jour-là, il y a un autre témoignage important, celui d'un homme grièvement blessé près du Stade de France, un Égyptien. Oui, il s'appelle Walid Youssef, et en fait, lui, c'est la principale victime de la deuxième explosion. Le deuxième terroriste va de groupe en groupe, et finalement, à un moment, il y a un homme qui passe en courant à côté de lui, et c'est là qu'il se déclenche. Et c'est Walid Youssef. Et l'enquêteur de la crime disait, on peut penser qu'il a eu peur à ce moment-là, le terroriste, et qu'il s'est dit peut-être que je suis reconnu, voilà, et c'est ça qui a probablement déclenché l'explosion. Et donc il va être extrêmement grièvement blessé. Il était venu en fait à l'origine pour une semaine parce que son frère atteint d'une leucémie était soigné en France, il était venu avec sa mère. Et là le 13 novembre il est fan de foot, il s'est dit bon je vais un peu m'aérer l'esprit, je vais au match. Il était en retard et donc c'est pour ça qu'il était en train de courir et qu'il a été victime de cette explosion. Et au lieu de rester une semaine en France, il est resté 2 ans puisqu'il a dû être soigné pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, son frère va mourir d'une leucémie. Et donc il est venu témoigner de tout ça à la barre. Et au-delà de cette souffrance, au départ, on a retrouvé son passeport sur place, un passeport égyptien, et ce qui fait que d'aucuns ont pensé qu'il pouvait être un des auteurs de ces attaques, et certains médias ont relayé ça, son nom a été diffusé, et évidemment, il l'a extrêmement mal vécu. Louise Colcombé, dans l'un de vos papiers, vous avez aussi raconté le témoignage d'un homme qui vendait des t-shirts et des écharpes ce soir-là devant le Stade de France, un Serbe, un certain Aka, 55 ans. Il était venu en famille. Il y avait 14 membres au total de cette famille réunis ce soir-là, qui après étaient allés se restaurer donc au McDonald's où va avoir lieu la 3e explosion. Et cet homme, il vient à la barre avec son épouse qui ne peut pas parler, qui est en fauteuil roulant, qui est handicapée. Elle a des graves dommages au cerveau, elle a reçu un boulon à la tête, plusieurs boulons même. Il explique que pour beaucoup de choses, elle est comme un enfant de 5 ans, dit-il. Il doit l'aider pour tout. Lui-même est sourd d'une oreille. Il a une vie assez compliquée depuis l'attentat. Qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien pour sa femme ? Il fait à peu près tout. Il doit la laver, la porter, il l'habille, il la coiffe, il lui fait à manger. C'est là où on voit à quel point ça brise des vies et des projets. C'est-à-dire qu'ils avaient le projet d'avoir un enfant. Et évidemment, ce projet-là a été brisé. Ils ne pourront jamais être parents. Et ça, il l'a dit à la barre. C'est vraiment assez poignant parce que pour lui, il dit c'est la double peine. En fait, j'ai pas d'enfant, je serai jamais père. Et c'était assez terrible d'entendre ça. Aka se sent oublié des pouvoirs publics. Il a bataillé comme tous, ça revient chez tous, avec le fonds de garantie qui indemnise les victimes du terrorisme, le FGTI. Et puis, par ailleurs, il y a une bataille supplémentaire, c'est-à-dire que ayant l'impression d'être oublié, devoir se justifier toujours en disant oui, je suis victime, c'est par exemple obtenir un logement adapté au handicap de son épouse. Ça va être essayer d'obtenir des aides parce que ces gens-là ne peuvent plus travailler, ils sont trop handicapés, trop traumatisés et qui n'ont pas de revenus autres. Ça leur prend énormément d'énergie avec ce sentiment qu'on remet en cause quasiment tout le temps leur récit. Ce jour-là, un autre homme vient parler de sa compagne blessée dans l'attentat, Vladimir, un vendeur à la sauvette. Il raconte qu'au moment où survient l'explosion, il est en train de traverser la route, qu'il vient de s'allumer une cigarette, il mime le geste, et puis il y a ce fracas indescriptible. Il cherche sa compagne immédiatement, qui est en fait en face, à quelques mètres, et elle est au sol très grièvement touchée. Elle a une artère à la jambe qui est sectionnée, elle perd beaucoup de sang, elle a reçu des boulons énormément, elle est à terre, et il lui dit « bébé, réponds-moi ». Enfin, il est en panique complet. Et aujourd'hui, donc, elle a des séquelles, mais elle peut remarcher. Mais voilà, ils se sont séparés, le couple n'a pas tenu. On sent qu'il est d'ailleurs encore très amoureux d'elle. Puis lui-même, normalement, ça va pas du tout non plus. Il dit que normalement, c'est le rigolo de la bande et qu'en fait, il fait semblant d'être heureux, mais qu'au fond, voilà, il a dit, Monsieur le Président, si vous me voyez dans la vie normale, vous pensez que je suis drôle, mais en fait, voilà, ma vie est foutue. Ma vie est foutue. À un moment, il s'adresse à l'accusé le plus médiatique, le seul membre des commandos encore en vie, Salah Abdeslam. Et d'un seul coup, il lui dit mais t'as fait le lâche, t'as pas gardé la ceinture. Ce qui veut dire, évidemment, c'est la ceinture explosive qui a été retrouvée, déposée à Montrouge par la suite par Salah Abdeslam. Il se passe pas grand-chose à ce moment-là, si ce n'est que le président de la cour d'assises essaye de recadrer un peu le propos. Et puis voilà, il n'y aura pas d'autre interpellation, si ce n'est qu'il va longuement le regarder encore à la fin de sa déposition, alors qu'il est en larmes. C'est un moment assez fort aussi. Voilà, c'est un homme qui est là aussi brisé, quoi. Vladimir a le sentiment que personne ne peut comprendre
ce qu'il vit et ce qu'ils vivent. Il n'est pas le seul. Beaucoup disent qu'il faut avoir vécu la chose pour pouvoir ne serait-ce que la toucher du doigt. Beaucoup de gens disent qu'ils sont en décalage par rapport au reste des gens qu'ils côtoient. Et quand on leur dit « je comprends », ça les exaspère et on le conçoit aussi. Timothée Boutry, de votre côté, vous avez raconté l'histoire d'une femme, Marilyn, 33 ans à l'époque, 39 aujourd'hui. Elle était au Stade de France le 13 novembre 2015. Où précisément ? Alors elle était à l'extérieur puisqu'elle était journaliste de formation et là elle faisait une piche pour une télévision allemande sur les supporters en fait de l'équipe d'Allemagne. Donc elle avait fait des interviews avant le match et elle explique qu'elle était en train de ranger ses fiches avec son caméraman quand d'un seul coup elle a été figée sur place par l'explosion et que voilà, elle était à quelques mètres, 17 mètres je crois, de la première explosion, celle dont était victime Manuel Diaz. Quelles sont ses blessures ? Alors elle a déjà des brûlures aux jambes au 2e et au 3e degré et elle est aussi blessée au visage. À la barre, devant la cour d'assises, elle montre un objet qu'elle a amené. Oui, c'est un boulon. C'est le boulon qu'elle a reçu dans la joue droite, qui s'est enfoncé de 3 cm à l'intérieur de sa joue. Et on sent que c'est une manière pour elle aussi de conserver la mémoire, la trace de cet attentat et de ce qu'elle a subi et de l'atteinte à l'intégrité de son corps. Depuis l'attentat, elle est victime de stress post-traumatique. Ça se traduit comment concrètement ? Ça donne quoi ? Alors ça donne une hypervigilance, comme vraiment toutes les victimes de ces attentats. Elle va devoir quitter Paris. Elle dit « moi je ne pouvais plus vivre à Paris, c'était plus possible ». Donc avec son compagnon, ils vont vivre dans le centre de la France. Parce que le bruit du klaxon, les transports en commun, pas d'autre solution que de partir. Elle va essayer là encore de trouver un autre emploi et elle va raconter que les rapports humains sont devenus trop difficiles, le rapport avec le public trop compliqué, elle est très irritable, elle a des accès de colère et que là elle ne travaille plus, elle ne sait absolument pas vers quoi elle va se diriger. Au niveau personnel, elle a eu un enfant avec son compagnon. Oui, elle a eu un enfant, mais son couple ne va pas survivre parce qu'elle va expliquer que évidemment, ça a un impact sur la vie privée, ça a un impact sur l'autre. Le couple qu'elle forme avec son compagnon ne va pas perdurer. Alors, ils ont toujours un enfant. Le futur reste à écrire, mais il est évidemment en pointillé. Marilyn aussi précise qu'elle se sent oubliée. Et elle raconte d'ailleurs que quand elle s'est installée dans son nouveau lieu de résidence dans le centre de la France, les gens avaient un peu oublié. Ils lui ont dit « Ah bon ah oui, les attentats, le Stade de France, mais c'était à l'intérieur du stade, non ?» Et voilà, cette mémoire-là s'est perdue. Et elle dit au fond, les gens s'en fichent, quoi. Ce qui renforce la solitude pour affronter le traumatisme qu'elle a vécu ce soir-là. Louise Colcombet, est-ce que les victimes des attentats du Stade de France ont l'impression d'avoir été au moins un peu écoutées pendant ces quelques journées d'audience ? J'ai l'impression, oui, que ça leur a fait du bien. Certains sont restés assez longtemps à la barre. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie de partir presque, parce que c'était enfin l'occasion pour eux de parler. Ils posent un peu un petit morceau de leur fardeau là, et puis ils repartent peut-être un tout petit peu allégés. Merci Louise Colcombet, Timothée Boutry. On va vous retrouver bientôt dans Code Source avec votre collègue Pascal Aigret pour un épisode consacré au témoignage des rescapés des terrasses parisiennes prises pour cible le 13 novembre 2015 avant d'évoquer le Bataclan. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.